Pierre Verluise. Bonjour Sébastien-Yves Laurent. Bonjour. Commençons par le début. Pour répondre à la question « Le renseignement peut-il être démocratique ?», il faut être au clair sur les mots. La démocratie, chacun croit plus ou moins savoir ce que c'est, mais le renseignement, par définition, ça reste plus flou. Comment définissez-vous le renseignement ? Alors on peut définir le renseignement de façon relativement simple. Le renseignement, c'est le fait pour un État, puisque c'est d'un État dont je parle dans le livre, de collecter de l'information, quel qu'en soit le support, quelle qu'en soit la nature, et de le transformer par un processus qui s'appelle l'analyse en un renseignement. Donc il y a une transformation et un enrichissement depuis l'information jusqu'au renseignement, qui donc est ensuite livré à une autorité, et quelle que soit la nature de ce renseignement, que ce soit du renseignement diplomatique, du renseignement policier ou du renseignement militaire, peu importe la nature, pour bien comprendre ce qu'est le renseignement, il faut simplement s'accorder sur le fait que c'est une transformation de l'information au profit de quelqu'un qui va prendre ou ne pas prendre une décision. En tout cas, c'est livré à une personne qui est en situation de prendre une décision. Et alors, que n'est pas le renseignement ? Alors, le renseignement, il n'est pas beaucoup de choses parce qu'il a été transformé par toute une fantasmagorie qui fait du renseignement quelque chose de nécessairement occulte, perçu comme fortement péjoratif. Donc, Sale. Sale, voilà. Pour dire les mots avec des mots simples. Vous avez raison, Pierre Verluise, le renseignement n'est ni propre ni sale. Le renseignement, il est. Et je vous remercie de me poser cette question parce que ça permet de préciser d'emblée qu'il ne faut pas porter de jugement moral sur le renseignement. Le renseignement est tout simplement. Sébastien-Yves Laurent, votre ouvrage compare la situation de l'État secret et de l'État clandestin dans 3 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La démocratie repose sur la publicité et la transparence, alors que le renseignement, au contraire, nécessite le secret. Alors, au vu de votre recherche, qui est très fournie, très dense, existe-t-il une contradiction première, une contradiction définitive entre la construction d'une véritable démocratie et celle d'un système de renseignement ? Alors, je vais reprendre vos deux aspects sur la contradiction. Première et définitive. Il y a effectivement une contradiction première entre la démocratie et le renseignement. Mais cette contradiction n'est pas définitive. Je m'explique. La démocratie repose historiquement sur une valeur principale qui est la publicité. Je ne vais pas m'étendre dessus, même si c'est tout à fait important. Dans un régime démocratique, les décisions et la connaissance qu'utilise l'État doit être en grande partie livrée au public. Or, tout dans le renseignement échappe à cette règle de publicité. Et puis, il y a une deuxième chose qui construit la démocratie aujourd'hui, et jour après jour, nous pouvons en faire l'expérience en tant que citoyens d'une démocratie. C'est une autre composante, c'est la transparence. La transparence est arrivée bien après la publicité. Et donc, si l'on ajoute aujourd'hui la publicité à la transparence, on constate que le renseignement, par son secret naturel, échappe complètement à ces deux grandes contraintes. Alors, ce sont même des exigences sociales, plus ou moins manipulées. Alors, vous avez parfaitement raison, ce sont des exigences sociales qui peuvent être parfaitement manipulées, comme tout type d'exigence sociale, mais la publicité, d'une part, la transparence de l'autre, ont l'une et l'autre un contenu qui est moralement positif, qui est amélioratif. Qui est contre la publicité d'un point de vue général ? Personne. Qui est contre la transparence d'un point de vue général ? Personne. On ne peut pas résister à une demande de publicité ou de transparence. Et donc le caractère très moral de ces deux valeurs qui sont fortes dans les démocraties libérales explique que le renseignement soit souvent perçu comme un ensemble de pratiques, comme une activité de l'État qui relève d'un registre qui doit être abordé avec circonspection et avec toujours un certain doute sur la moralité de cette activité. Or, j'explique dans ce livre
qui est le fruit d'une dizaine d'années de travail, que pour bien comprendre ce qu'est à la fois l'État, mais ce qu'est aussi le renseignement, il faut se défaire absolument de toute catégorie morale préconçue et regarder ce que c'est. Alors vous disiez, est-ce que la démocratie ou est-ce que le renseignement, finalement, est-ce qu'il est soluble dans la démocratie? Il y a un principe qui explique qu'il y a une contradiction, mais ce n'est pas définitif. Je m'explique. Les démocraties libérales, tout au long d'un processus sur 2 siècles, ont justement permis que progressivement le renseignement s'acclimate à la démocratie. C'est ce que j'ai appelé l'état secret légal. C'est un très long processus historique qui s'étire en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les 3 points de ma comparaison dans ce livre. C'est donc un processus qui s'étire dans ces 3 pays sur un siècle et demi. Et il y a en permanence un travail qui vise à rendre l'état secret, qui est le terme que j'emploie pour qualifier les activités de renseignement. Il y a donc tout un travail pour faire de cet état secret un état secret légal, qui se coule dans les règles de la démocratie au prix d'accommodements en matière de publicité et très partiellement en matière de transparence. Est-ce qu'il y a des points de tension dans cette dynamique? Il y a principalement des points de tension. Parce que, finalement, aujourd'hui, la citoyenne ou le citoyen moderne, on lui prête en permanence des envies de transparence à l'égard de l'État et des administrations. D'ailleurs, observons nos propres pratiques de citoyens et d'administrés. Nous aimons bien que nos interlocuteurs et les administrations soient transparentes, qu'elles nous livrent des informations dont elles sont souvent très parcimonieuses. Et donc, il y a là une très grande difficulté, notamment pour cette administration particulière, ce que j'appelle une administration secrète. Il y a plusieurs administrations secrètes. Les organes de renseignement sont pour moi des administrations secrètes et elles sont travaillées en permanence par la contrainte de publicité et la contrainte de transparence. Et elles s'adaptent. Il y a, et c'est l'honneur d'ailleurs des démocraties, et c'est notre chance en tant que citoyens d'États démocratiques, de vivre dans des pays où l'État secret a été légalisé. Il n'en est pas de même dans les pays dont on entend beaucoup parler par les temps qui courent, qui sont ces autocraties ou ces dictatures. Je pense à la Russie, je pense à la Chine et malheureusement à d'autres pays également. Il y a en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne un État secret légal qui se conforme en grande partie à l'essentiel des règles démocratiques. Sébastien-Yves Laurent, au vu de votre recherche comparative, la France a-t-elle réussi à trouver un équilibre entre ces 2 exigences, transparence de la démocratie et secret du renseignement, notamment depuis la loi de juillet 2015 qui a donné aux services français une base légale pour agir dans un contexte que vous allez pouvoir rappeler? Alors, vous évoquiez tout à l'heure la question, le terme de tension. La relation entre un régime démocratique et les administrations secrètes, vous me posez la question pour la France, est en fait une tension permanente. C'est-à-dire que les organes qui représentent la démocratie, c'est-à-dire les organes de contrôle parlementaire ou des organes juridictionnels qui ont à connaître des questions de renseignement, je pense à la section spécialisée du Conseil d'État, sont toujours plus exigeantes en matière de publicité que ne le souhaiteraient les organes de renseignement. Et donc, c'est une relation dialectique, c'est une tension permanente, les uns en souhaitant toujours un peu plus que les autres ne souhaitent donner. Et donc, c'est ça qui est très intéressant à étudier, c'est qu'il y a tout un travail qui est une tension, qui est un état très dynamique finalement. On a affaire à des institutions, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je voudrais profiter de l'occasion de ce micro qui m'est donné d'ailleurs pour saluer la mémoire du président Serge Lasvigne, qui est décédé ce week-end et qui a été le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a à connaître des interceptions de sécurité. Et la CNCTR, sous la direction du président Lasvigne, a joué un rôle absolument considérable. Il a été, Serge Lasvigne, l'incarnation de ce qu'est une démocratie exigeante à l'égard de services de renseignement. Mais
vous me posiez la question de la loi de 2015, qui est la loi renseignement, qui a été adoptée, il faut le rappeler, dans un contexte terroriste. Hein. C'est une loi très directement liée. Elle a été votée en juillet 2015, mais elle est très directement liée aux attentats contre Charlie Hebdo. Elle a permis Pardon ? En janvier. En janvier, exactement. En janvier 2015, elle a été votée donc 5-6 mois après. Et cette loi a permis de rattraper le retard que la France avait si on la compare aux autres démocraties. C'est un travail permanent. Et donc, il faut en permanence que la démocratie soit exigeante à l'égard des services. Et si on regarde ce que disent les rapports de ces organes de contrôle, eux-mêmes reconnaissent que... Et d'ailleurs, le président Lasvigne le faisait encore il y a quelques mois. Il reconnaissait que les services étaient acclimatés à l'idée d'un contrôle parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel ou d'un contrôle par le biais de l'organisme qu'il dirigeait. Et donc, il y a eu en quelque sorte un travail d'éducation de ces fonctionnaires dont le but est de vivre, et on peut le comprendre, dans le secret. Donc, c'est en permanence une question de tension. On ne peut pas, pour être complet dans ma réponse, s'arrêter au fait qu'il existe une loi. Il faut regarder comment cette loi est appliquée. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Sébastien-Yves Laurent, quand on compare la France aux autres grandes démocraties comme vous le faites, avec talent, doit-on se féliciter ou se dire que nous avons encore en France des progrès à accomplir ? Alors, moi, l'ouvrage que j'ai rédigé n'est pas normatif. Il vise à établir un constat, on pourrait dire un diagnostic, mais je préfère le mot de constat. Je compare, et quand on compare, on peut faire saillir des ressemblances et des dissemblances. Ce qu'il m'est apparu dans cette comparaison à 3 termes, États-Unis, France, Grande-Bretagne, et j'ai choisi ces 3 termes parce que ces 3 pays et ces 3 États sont tous issus de révolutions, ce sont les 3 grandes démocraties libérales, ce sont les 3 grands modèles historiques de démocratie libérale. Bien. Et donc, lorsque l'on compare les uns aux autres, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'échelle. Les États-Unis se situant au plus haut de cette échelle, par le fait que les organes de renseignement aux États-Unis sont certainement ceux qui sont le plus contrôlés et le plus soumis à une règle de publicité relative. L'État dans lequel les services sont le moins soumis à la publicité, et donc finalement, plus loin des exigences démocratiques, c'est la Grande-Bretagne. Il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute. Il y a, pour les raisons que j'évoque en détail, l'acceptation d'une dérogation en Grande-Bretagne des organes de renseignement à l'égard de ce qu'a été quand même la première démocratie libérale au monde. Hein. Historiquement, il faut se rappeler que cette démocratie libérale est la plus ancienne au monde. Et donc la France se situe dans une position intermédiaire. Bien sûr, il n'y a pas de métrique quantitative, mais en revanche, il y a des critères qui permettent de construire cette espèce de gradient que je viens d'esquisser devant vous, Pierre Verluise. Et la France est dans une situation intermédiaire, à mon avis, beaucoup plus proche des États-Unis. Encore une fois, en lisant les rapports des autorités de contrôle, on s'aperçoit à quel point les organes de renseignement sont soumis à des efforts très importants. Peut-être que la France a encore, sur un point particulier, un effort à accomplir. C'est en matière de gestion de toute l'immense documentation classifiée qui n'est pas assez déclassifiée, contrairement d'ailleurs à ce qu'indiquent les textes, puisque périodiquement, c'est valable dans les 3 pays d'ailleurs, les autorités qui produisent de l'information classifiée, du secret classifié, sont invitées à déclassifier. Et ça, c'est probablement une dimension qui échappe au contrôle démocratique, y compris au contrôle des organes spécialisés. Puisqu'il est évident que c'est pas la formation de l'Assemblée nationale dans son entièreté qui peut contrôler les organes de renseignement. Il faut des organes spécialisés, avec des personnels habilités au secret, etc. Mais tout ce vaste continent de l'information classifiée n'est pas assez regardé de près par les autorités compétentes. Et ça, c'est probablement une évolution qui est à conduire, d'ailleurs aussi bien en France qu'aux États-Unis, pour ne rien dire de la situation britannique, où elle est encore pire qu'en France. Dans le titre de votre ouvrage, et dans l'ouvrage lui-même, bien sûr, vous faites la différence entre l'État secret et l'État clandestin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, bien sûr, la différence ?
Alors c'est un apport que j'ai installé au cœur de mon ouvrage. Je fais une distinction entre l'État secret et l'État clandestin. L'État secret, dans sa forme actuelle, est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'État secret légal, c'est-à-dire l'État secret qui est rendu compatible avec la démocratie, parce que toute une série de procédures et de contrôles sont instaurés et qui permettent de faire, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit dans ce livre, entrer les services dans un environnement démocratique. Ce que j'ai appelé l'État clandestin, c'est une autre partie de cet État secret. Ce sont à la fois des pratiques, plus rarement des institutions. Donc ce sont des pratiques d'État qui ne sont pas toujours institutionnalisées, qui ne donnent pas lieu à la création d'administrations spécifiques. Il n'existe pas de service de renseignement clandestin, pour dire les choses rapidement, au sens où moi je l'entends. C'est-à-dire que pour moi, relève du clandestin tout ce qui échappe au processus de légalisation de cet État secret. Et donc, si vous voulez, d'une formule, on pourrait dire que l'État clandestin est un État secret particulièrement profond. Je reprends un terme anglais, américain en l'occurrence, qui est celui de deep secrecy, de secret public profond, pour caractériser en fait ce qu'est cet État clandestin. Et là, c'est là aussi où les régimes démocratiques ont, à mon avis, la responsabilité qui est très grande, qui est de veiller à ce que, sous couvert de l'État secret légal, l'État clandestin, qui par nature n'est pas contrôlé, ne renaisse pas. Et dans la mesure où le secret est absolument indispensable pour les services de renseignement, parce qu'il leur procure une autonomie d'action, il y a, sur un plan théorique, ça se comprend assez bien, une tentation permanente de créer du clandestin. Et face à cette tentation permanente, il ne peut exister qu'une règle assez ferme et des contrôles puissants pour éviter que cet État clandestin, par des pratiques, ne se mette en œuvre. Je donne un exemple, toute une série d'exemples dans les 3 pays de pratiques clandestines, et je montre que la pression de l'État secret légal est telle que finalement les formes clandestines de l'État ne durent pas longtemps, parce que des scandales, des fuites permettent de révéler des programmes clandestins, des pratiques clandestines qui, une fois mises au jour, portées à la connaissance du public, doivent être soit arrêtés, sont arrêtés, ou alors sont légalisés. Et donc, c'est ça toute l'exigence démocratique, et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus difficile de diriger ces administrations secrètes en régime démocratique que dans les autres formes de régime politique. Sébastien Yves Laurent, on ne peut pas terminer cette émission au sujet du renseignement sans vous interroger sur les possibles effets du début de l'administration Trump II sur le renseignement américain d'abord, sur la coopération du renseignement américain avec le service de renseignement européen, voire avec les services de renseignement ukrainiens, puisqu'il y a eu, durant les années Biden, une coopération très forte entre les Américains et les Ukrainiens en matière de renseignement. Autant qu'on puisse le savoir, avec toute la prudence nécessaire, quoi de neuf en la matière ? Alors je vais émettre des suppositions, parce que vous venez de dire très justement qu'il faut être prudent et qu'on sait peu de choses. Il faut être prudent par nature sur ces sujets-là, parce qu'on sait très peu de choses. On sait un certain nombre de choses parce que la presse américaine, depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, a rendu public un certain nombre d'éléments. Et effectivement, vous avez raison, Pierre Verluys, il semble, et il est même certain, que la coopération en matière de renseignement entre les États-Unis et l'Ukraine ait été particulièrement puissante, particulièrement forte. Dans les deux sens, probablement. Effectivement, dans les deux sens. Il en a été de même des pays européens qui ont assez largement partagé le renseignement qu'ils pouvaient acquérir sur les troupes russes en Ukraine avec les autorités ukrainiennes. Alors, la nouvelle politique trumpienne, cette diplomatie très particulière, qui est pour moi absolument emblématique de ce que j'appelle d'ailleurs dans le livre la diplomatie de rupture, eh bien, elle semble remettre en question cette coopération. Et là, autant on peut penser que les Européens vont pouvoir, dans le temps, pas dans le temps court, mais dans un temps moyen, qu'ils vont pouvoir assez largement relayer l'effort de guerre américain. Parce qu'il s'agit de produire des matériels et de les acheminer en Ukraine. Et ça, à horizon de plusieurs mois, c'est possible d'augmenter les stocks, les cadences, etc. Autant, en matière de renseignement,
l'aide américaine a été décisive, notamment, soyons clairs, hein, c'est du renseignement militaire de guerre pour désigner des cibles pour l'artillerie ukrainienne notamment. Et donc là, en la matière, les capacités européennes, même si on additionne l'ensemble des capacités européennes, elles ne seront jamais à la hauteur de ce que les agences de renseignement, notamment de renseignement technique américaines, peuvent fournir à l'Ukraine. Et donc, cette question nous permet de revenir sur la question actuelle, qui est celle de l'alliance entre les États-Unis et l'Ukraine. Dans la balance, les autorités ukrainiennes ne peuvent ignorer et savent parfaitement qu'elles sont très dépendantes du renseignement américain et qu'aucun renseignement européen ne pourra pallier l'éventuelle défaillance américaine. Et donc je pense que si dans les jours à venir, on observe une certaine modération du côté ukrainien, ce peut être en grande partie en raison de l'apport en matière de renseignement qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas visible, mais qui est extrêmement important. L'Ukraine n'a pas de satellite souverain, comme en ont toutes les constellations de satellites publics et privés américaines qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien. Et donc cette question est vraiment importante parce qu'elle permet aussi d'examiner le jeu international et les alliances internationales sous un angle que l'on ne prend jamais en considération à tort, parce que cet angle est absolument structurant pour comprendre ce qu'est un sujet que vous aimez bien et que vous connaissez bien, c'est-à-dire la géopolitique. Un robinet, ça s'ouvre et ça se ferme. Exactement. Et il y a une tuyauterie de l'information, ce sont des flux. Et le flux peut se tarir et on peut moduler. Celui qui a la main sur le robinet peut absolument moduler le flux de ce qui passe, en l'occurrence les flux d'informations. Et une question naïve, existe-t-il un service de renseignement européen ou des services de renseignement européens ? Alors la question n'est pas naïve, elle se pose depuis une vingtaine d'années. Il existe un service de renseignement qui a été créé en 2001, qui s'appelait le CITCEN, Situation Center, qui dépend de l'Union européenne, qui est devenu 10 ans après l'INCEN, Intelligence Center. Mais cet organe de renseignement qui appartient à l'Union européenne est en fait rattaché à la composante diplomatique de l'Union européenne, qui s'appelle le Service d'action extérieure, le SEAE. Et cet INCEN, qui est composé d'une centaine de personnel, ce qui est dérisoire pour un pays qui compte un État. Enfin, excusez-moi, deux erreurs de ma part. Ce n'est ni un pays ni un État pour une structure politique non identifiée comme l'Union européenne. Pour les 27 composantes de cette structure politique non identifiée, une structure d'une centaine de personnes n'est pas de taille raisonnable, elle est même tout à fait déraisonnable. On sait par les rapports européens que cette agence de renseignement européenne est en fait une agence qui produit de l'analyse, qui ne collecte pas du renseignement. Le renseignement vient en grande partie des États membres. Qui veulent bien donner ou pas. Exactement. Alors, les processus coopératifs en matière de renseignement en Europe, en matière de renseignement stratégique, ont maintenant une vingtaine d'années, ce qui est considérable. Ce qu'il ressort des rapports qui existent et des premières recherches qui existent sur ces organes européens, c'est que la coopération fonctionne bien, mais qu'elle est d'ampleur limitée. Sébastien Yves Laurent, pour en savoir plus à ce sujet, nous pouvons d'abord conseiller la lecture de votre livre très documenté, très précis, nuancé, bien écrit, ce qui fait beaucoup de qualité, dont le titre est « État secret, État clandestin, essai sur la transparence démocratique » aux éditions Gallimard. Cet ouvrage a été, privilège exceptionnel, lauréat du Grand Prix œuvre de création mention essai décerné par l'Académie du renseignement en 2024. Est-ce que vous pouvez en 30 secondes nous présenter l'esprit de ce Grand Prix ? Alors j'ai été effectivement très honoré à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2004, en recevant... 2024, voilà, exactement. En recevant ce Grand Prix qui, je crois, est remis depuis près d'une dizaine d'années aujourd'hui. C'est un Grand Prix qui récompense, en l'occurrence là, j'ai reçu le prix en tant qu'essai. Il y avait plusieurs catégories, il y avait aussi des fictions, etc. Mais moi j'ai reçu le prix dans la catégorie des essais. Et c'est pour moi un très grand honneur de l'avoir reçu parce que le jury est composé en partie d'universitaires, spécialistes du sujet, mais aussi de membres des services de renseignement français. Et les candidatures sont ouvertes pour le prochain prix jusqu'au 1er juin. Merci Sébastien Yves Laurent. Un grand merci également à notre réalisateur,
Planisphère recevait Sébastien Yves Laurent, lauréat du Grand Prix de l'Académie du renseignement 2024, pour son livre « État secret, État clandestin, essai sur la transparence démocratique » aux éditions Gallimard. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.